Bravo. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, de l'Association haïtienne des travailleurs du taxi, Regroupement des propriétaires de taxis de Montréal et le Regroupement des travailleurs autonomes Métallo. Messieurs, vous avez 10 minutes et par la suite, on entamera les échanges avec les différents partis. La parole est à vous. Je souhaiterais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci. C'est Daniel Boyer, je suis le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et je suis accompagné de Kamal Sabah, qui est directeur politique et relations publiques au Regroupement des travailleurs autonomes des métallos, affilié à la FTQ, de M. Carlo Hector, président de l'Association haïtienne des travailleurs du taxi, M. Jean Fields, qui est également de la même association, de M. Edgar El-Kalani, secrétaire trésorier au Regroupement des propriétaires de taxis de Montréal. J'aimerais d'abord remercier la Commission des transports et de l'environnement de nous accueillir afin que nous puissions présenter notre point de vue sur le projet de loi numéro 17. Nos organisations parlent aujourd'hui d'une seule voix pour défendre l'industrie, assurer le développement d'un service sécuritaire et de meilleure qualité, ainsi que de favoriser des conditions de travail décentes. Les chauffeurs et chauffeuses de taxi ont participé de bonne foi au système mis en place par le gouvernement et ont joué selon les règles. Ils ont investi temps et argent afin de se procurer un permis. Pour certains d'entre eux, il s'agit de leur seul patrimoine. Plusieurs le considéraient comme étant leur régime de retraite. Des personnes immigrantes dont les compétences ne sont pas reconnues ont rejoint cette industrie. Pour certaines communautés, comme la communauté haïtienne, le taxi occupe une place très importante. La multinationale Uber a fait son entrée au Québec de manière cavalière, en bafouant le cadre législatif et réglementaire en place. Aujourd'hui, elle se voit récompensée par le projet de loi numéro 17. Ce sont maintenant les chauffeurs et chauffeuses de taxi traditionnels qui devront s'adapter à l'arrivée d'Uber et non l'inverse. J'arrive illégalement et finalement, c'est moi qui gagne. Je dois vous avouer qu'on s'explique mal cette décision. Les différents acteurs de l'industrie ont pourtant montré qu'ils étaient capables de se prendre en main et de proposer des solutions concrètes, innovantes et peu coûteuses pour moderniser l'industrie. Avec ce projet de loi, le gouvernement balaie du revers de la main ses efforts et récompense une multinationale délinquante qui ne paie pas sa juste part d'impôts et qui contribue peu au développement économique du Québec. Les travailleuses et les travailleurs québécois de cette industrie sont laissés de côté. Les objectifs poursuivis par le gouvernement sont louables et nous les appuyons. Nous souhaitons tous et toutes un service plus sécuritaire, des prix transparents, une équité entre les joueurs et l'émergence d'innovations technologiques. Là n'est pas le problème. Il faut plutôt déplorer les nombreuses incohérences du projet de loi qui minent considérablement sa crédibilité. Laissez-moi vous donner quelques exemples de cette situation. Tout d'abord, on ne comprend pas de quelle manière la tarification dynamique contribue à rendre les prix plus transparents. Les algorithmes à la base de cette forme de tarification sont plutôt synonymes d'opacité. On ne sait pas comment ils fonctionnent et surtout pas s'ils sont équitables. Le projet de loi ne semble donner aucun pouvoir à l'État québécois pour encadrer ces pratiques et limiter les possibles abus. J'insiste. Comparativement au système actuel, le libre marché n'offrira jamais des protections équivalentes aux consommateurs et aux consommatrices. Il va falloir qu'on m'explique en quoi l'abolition de l'inspection mécanique annuelle obligatoire ne nous apparaît pas comme une mesure sage pour assurer la sécurité des passagers et des passagères. Nous émettons des doutes quant à la pertinence de la remplacer par des normes établies en fonction de l'âge du véhicule et du nombre de kilomètres. Nous tenons également à rappeler l'importance du rôle joué par les mandataires de la SAAQ en matière de sécurité. Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite réduire les coûts assumés par les chauffeurs et chauffeuses de taxi. On constate rapidement qu'il s'agit d'un potentiel d'économie et non d'une certitude absolue. Prenons l'exemple de la contribution d'assurance de la plaque T. Elle ne disparaîtra pas, mais sera plutôt versée différemment. Pour les chauffeurs et les chauffeuses du taxi, les avantages de cette réforme sont bien peu nombreux. Il va falloir également qu'on nous explique, parce qu'on n'est pas certain de comprendre en quoi l'abolition de la plaque T et du permis de classe C améliore le fonctionnement de l'industrie.
Au contraire, elles font émerger plusieurs problèmes, notamment en matière de sécurité et de droits acquis pour les taxis traditionnels. Aussi, le projet de loi reste complètement silencieux au sujet des limousines, un secteur qui représente pourtant 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Cela étant dit, le principal problème du projet de loi, c'est l'abolition de la gestion de l'offre. Le parti pris idéologique du gouvernement pour la déréglementation et le laisser-faire semble lui faire oublier pourquoi ce système est essentiel pour l'industrie du taxi. Tout d'abord, la gestion de l'offre permet aux chauffeurs et aux chauffeuses de vivre de leur métier en leur assurant des revenus décents. C'est la meilleure façon de créer des emplois de qualité dans ce secteur. L'histoire de l'industrie du taxi montre qu'une offre mal contrôlée entraîne des impacts dévastateurs en matière de conditions de vie et de travail. Avec cette réforme, nous craignons que les chauffeurs et chauffeuses soient condamnés à la pauvreté et à la précarité. La gestion de l'offre n'est aucunement un obstacle à un meilleur service pour les passagers et les passagères. Au contraire, la professionnalisation, je savais que je m'en fâcherais, là, la professionnalisation du métier contribue à améliorer l'expérience des clients et des clientes. De plus, l'abolition des permis vient détruire plus d'1 milliard de dollars de richesse, ce qui entre en contradiction avec les intentions gouvernementales. La déréglementation aura également pour effet d'augmenter le nombre de voitures sur les routes, alors qu'il faut impérativement réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports. Que ce soit du point de vue social, économique ou environnemental, l'abolition de la gestion de l'offre ne représente pas un progrès pour le Québec. Nos organisations sont persuadées qu'il est possible et souhaitable de moderniser l'industrie tout en respectant le principe de la gestion de l'offre. Tant d'argent, tant de centaines de millions pour acheter des permis, si on l'investissait dans le but de moderniser l'industrie, je pense qu'on créerait une belle et nouvelle industrie du taxi. Depuis plusieurs années, le Bureau du taxi de Montréal travaille à l'élaboration d'une plateforme permettant de connecter tous les chauffeurs et chauffeuses de taxi. Mes collègues pourront vous en parler plus en détail. Nous proposons de poursuivre ces efforts et d'étendre la plateforme à la grandeur du Québec. Cela permettrait de mettre sur pied un système d'allocation dynamique des permis. Il serait ainsi possible d'allouer un permis à plusieurs voitures en cours de journée. Comme vous pouvez le voir dans notre mémoire, cette proposition rend le système de permis beaucoup plus flexible et permet aux nouveaux joueurs d'intégrer facilement l'industrie du taxi. Selon nous, il s'agit d'une proposition responsable, équitable et peu coûteuse. Pour la mettre en place, il ne manque que de la volonté politique. Si le gouvernement s'entête à vouloir abolir la gestion de l'offre, il doit rembourser les permis à leur valeur pleine et entière. La proposition du gouvernement qui vise à rembourser les permis au coût d'acquisition est inéquitable. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une expropriation sans compensation. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Rappelons que c'est d'abord et avant tout l'instauration et la prolongation du projet Uber qui ont fait chuter la valeur des permis au Québec. Nos organisations demandent que les permis soient compensés selon leur valeur avant l'arrivée de cette multinationale. La lutte se poursuivra sur le plan juridique si le gouvernement choisit de rembourser les permis au coût d'acquisition. Dans toute cette discussion sur l'avenir de l'industrie du taxi, on a très peu parlé des droits fondamentaux des chauffeurs et des chauffeuses. Nous tenons à rappeler au gouvernement que la liberté d'association est protégée autant par la Charte canadienne que par la Charte québécoise. Cela inclut le droit de se syndiquer, de négocier collectivement et de faire la grève. Le projet de loi reste complètement silencieux à ce sujet. Pourtant, cette réforme soulève d'importantes questions. L'abolition des permis et la disparition des propriétaires artisans pourraient modifier la dynamique de l'industrie. Quel sera le degré de contrôle et de surveillance des répondants par rapport aux chauffeurs et chauffeuses? Nous pensons que ce projet de loi risque de déséquilibrer profondément le rapport de force à la faveur des gros joueurs de l'industrie. Même les départiteurs peuvent exercer un important contrôle. La plateforme Uber le démontre tous les jours. Elle fixe les tarifs, utilise la tarification dynamique pour influencer les comportements de sa main-d'œuvre, utilise des indicateurs de performance, envoie des directives et va même jusqu'à désactiver le compte de ceux et celles dont l'évaluation est basse. Ça commence drôlement à ressembler à un employeur traditionnel. Il est inconcevable que la liberté d'association reste dans l'angle mort de cette réforme. Plus que jamais, les chauffeurs et chauffeuses de taxi ont besoin d'avoir accès à une forme de représentation collective afin de défendre leurs intérêts et d'avoir un mot à dire sur leurs conditions de travail. Depuis plusieurs décennies, le mouvement syndical dénonce
le fait que les lois du travail ne permettent pas à tous et à toutes de se syndiquer. Dans les années 80, le syndicat des métallos a tenté de syndiquer les chauffeurs et chauffeuses de taxi. Les tribunaux de l'époque ont rejeté les requêtes en accréditation parce que ceux-ci n'étaient pas considérés comme des salariés au sens du Code du travail. En terminant, monsieur. Je termine une petite... Nos organisations pensent qu'il est grand temps de mettre fin à une injustice qui dure depuis beaucoup trop longtemps. On demande au gouvernement que soit reconnu comme association professionnelle des chauffeurs et des chauffeuses de taxi et de limousine. Ceux-ci seraient tenus d'y adhérer et d'y verser une cotisation, comme pour être membre d'un syndicat à l'heure actuelle. Il s'agit là d'une mesure nécessaire afin d'assurer la liberté d'association des chauffeurs et des chauffeuses. Pour terminer, laissez-moi vous faire part de mon inquiétude pour l'avenir. Uber ne sera probablement pas la seule entreprise à bouleverser l'économie québécoise au cours des prochaines années. D'autres secteurs d'activité économique risquent d'être touchés par les nouveaux modèles d'affaires basés sur les technologies numériques. Avec la réforme du taxi, le gouvernement a montré qu'il est prêt à ouvrir la porte aux nouveaux joueurs sans considérer les impacts sur les travailleurs et les travailleuses. À la FTQ, on n'a jamais été contre les changements technologiques et d'innovation, mais le progrès ne doit pas faire de victimes. Les coûts de la transition doivent être répartis équitablement et non pas uniquement par les travailleurs et les travailleuses ainsi que leur communauté. C'est une question de justice sociale. Merci. Là, je suis accompagné de gens qui ont beaucoup de choses à vous dire, je vous le dis tout de suite. Merci pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bonsoir. Vous m'avez entendu maintes et maintes fois. Certains d'entre vous étaient présents lors de nos rencontres plus privées, si je peux le dire ainsi. J'ai une première question fort simple. Majoritairement, pour certains d'entre vous, vous êtes à Montréal. À Montréal, vous le savez, aujourd'hui, il y a moins de taxis par habitant à Montréal que voilà 40 ans. Pourquoi? Pourquoi il y a moins? Parce que il y a plusieurs façons de transporter le monde. C'est sûr que il y a beaucoup de changements qui ont suivi la route de la mobilité à Montréal. On parle de 747, on parle de Bixi, on parle du covoiturage, on parle de Uber et probablement il y en a d'autres qui vont venir. C'est sûr, il y a différentes façons, mais tout le monde a toujours cherché les mêmes personnes, donc c'est la même clientèle qui est visée dans tout ça. C'est pour ça le taxi, comme nous, les propriétaires ici, on n'a pas manqué aucunement à une modernisation, à un avancement, si c'est ça la question que vous voulez arriver. Si il y en a moins aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement le pourquoi, mais je peux vous dire que le taxi, c'est une entreprise publique. Ce n'est pas privé, ce n'est pas une entreprise qui a toutes les décisions. On comprend très bien que les décisions viennent toujours des règlements et des lois faites par le Parlement. J'ajouterais, si on a besoin de plus de taxis, est-ce qu'on est obligé d'abolir l'ensemble des règles de l'industrie? Moi, je ne pense pas, là. Si on a un ajustement quant au permis de taxi à délivrer, faisons l'ajustement, mais abolissons pas l'ensemble des règles et n'importe qui peut faire du transport de personnes. Mais vous êtes conscient, quand vous parlez de gestion de l'offre, le client qui veut se faire desservir, se faire transporter par un taxi du Centre Bell, de la gare centrale, de la gare d'autobus, on se met au défi, là. On s'en va dans ces 3 points, puis on regarde le nombre de taxis qu'il y a pour les dizaines, sinon les centaines de passagers qui cherchent un taxi, pour ne pas nommer Québec. Alors, je vous dis respectueusement, pour moi, c'est juste pas normal. Je sais qu'à l'époque, l'industrie a racheté un certain nombre, sinon près de 1000 permis. Pourquoi? En se disant, on va s'assurer d'un revenu plus adéquat. Mais au détriment de qui et de quoi? Je veux juste la comprendre comme il faut. Vous voulez savoir quoi exactement? Pourquoi il y a beaucoup de taxis? Il y en a moins.
Aujourd'hui, par Il le n'y en a nombre pas moins. À Montréal, ce n'est pas une réalité qui est vraie. Aujourd'hui, à Montréal, il y a un surplus de taxis. Avec même le plan de rachat qui a été fait entre 1985 et 1989, les gens ou les propriétaires, avec l'aide du gouvernement dans un plan de rachat, ils ont payé de leur poche pour racheter des permis pour que leurs permis seront rentables. Et ils ne seront pas encore aujourd'hui rentables. Et il y a un surplus de taxis à Montréal comparé à d'autres régions que je ne connais pas. Mais si on parle de Montréal, il y a un surplus de taxis. Ce n'est pas vrai qu'on manque de taxis à Montréal. Et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on veut ouvrir encore le marché pour avoir plus de joueurs, plus de taxis, tandis que les taxis existants, qui ont existé depuis longtemps, aujourd'hui, ne sont pas rentables. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur ceux qui étaient avant vous, Taxelto, Taxelco. Comment eux peuvent voir, vous représenter près de 1500 chauffeurs de taxi par Diamond Hochelaga, comment eux peuvent voir des opportunités d'affaires? Eux voient ça, et que vous, comme industrie, ceux qui sont passés avant, ceux qui vont passer après, qui vont me répéter qu'on rase l'industrie, qu'il n'y a pas d'avenir. Comment eux peuvent en voir une et pas vous? Je pense que mon collègue a montré un intérêt, Edgar, pour répondre à cette question. Monsieur le ministre, il y a une différence entre un propriétaire chauffeur qui travaille sur la route et un investisseur, une compagnie. Le propriétaire chauffeur, aujourd'hui, c'est lui qui paye les factures. Aujourd'hui, vous êtes en train d'abolir la valeur de ce propriétaire-là, tout ce qu'il a travaillé pendant toute sa vie pour l'avantage des multinationales. Et c'est sûr que des grands joueurs québécois, lorsqu'ils vont voir que le marché est ouvert à tout le monde, ils vont pouvoir embarquer. Mais ce n'est pas eux qui vont travailler sur la route, ce sont les chauffeurs. Et aujourd'hui, avec ce projet de loi, ce qu'on voit, c'est la transformation d'un chauffeur propriétaire, travailleur autonome, à un esclave. Vous allez voir aujourd'hui, je pense, vous avez entendu que même les chauffeurs de Uber, ils sont en train de se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils ont un revenu qui n'est pas décent. Ils ne peuvent pas vivre de leur revenu. Ils sont en train de travailler comme des esclaves. Et c'est là où est-ce que vous amenez l'industrie aujourd'hui avec votre projet de loi. Et le problème aussi, c'est que vous avez toujours essayé de voir l'industrie du taxi actuellement en fonction des intermédiaires, en fonction des compagnies. Par contre, le modèle actuel tourne autour de l'artisan. Donc, un artisan qui a investi directement pour acheter un permis, on ne peut pas le comparer avec M. Pelado qui investit en tant qu'investisseur pour acheter une compagnie intermédiaire. On n'a pas les mêmes intérêts. Dans le modèle actuel, une compagnie intermédiaire peut toujours fonctionner. Il peut entrer et faire de la business, tout simplement en dispatchant des appels et en imposant des frais mensuels. Et c'est l'une des raisons, par exemple Boyco ou autres, ils ont vu le potentiel en investissant dans ce modèle parce qu'ils disent qu'il y a environ 5 millions ou plus par mois, parce qu'on paye 417 $ par mois juste pour les frais d'appel. Donc, n'importe qui est intermédiaire peut dire qu'il y a du potentiel là-dedans. Mais moi, en tant qu'investisseur, petit investisseur, acheteur de permis ou artisan, je ne peux pas voir l'avenir de la même façon que M. Pelado le voit. Je comprends votre argument, mais comment eux peuvent prétendre ne pas avoir peur? Vous êtes un regroupement, vous êtes plusieurs, vous représentez des dizaines, des centaines de propriétaires, artisans, chauffeurs, certaines sociétés. Comment eux peuvent prétendre ne pas avoir peur des nouvelles technologies et vous, demain, prétendre que l'industrie sera complètement rasée? On n'a pas peur, vraiment, Monsieur le ministre, de la technologie, c'est le contraire. Nous, on est des artisans qui ont travaillé très fort pendant les dernières années pour justement avoir de la technologie. Et je suis moi et un de mes collègues qui siège sur le registre de bureau de taxi. C'est moi qui ai été là dès le début. Ça fait 3 ans que je suis là pour qu'on essaye de construire un registre qui pourrait être une bonne solution pour toute l'industrie de taxi aujourd'hui, pas justement juste à Montréal, mais ça pourrait être transporté partout au Québec. Et à partir de là, on peut même choisir le rêve que vous aviez quand vous avez dit on veut une seule application partout au Québec. Mais justement, cette plateforme-là
qui nous permet de géolocaliser tous les chauffeurs de taxi partout au Québec. Et là, après, on va pouvoir intégrer une application cliente qu'on va pouvoir exactement faire la publicité et la partager avec les clients qui nous visitent ou les gens locaux d'ici. Donc, on n'a vraiment pas peur de cette technologie-là, c'est justement le contraire. Dans la fin des années 90, l'industrie du taxi, il y avait une compagnie particulière qui a présenté un modèle en allant jusqu'à Vancouver pour avoir les tablettes et pouvoir les installer à l'intérieur des taxis. Et c'est le gouvernement qui a refusé cette technologie-là, disant que ça appartient seulement aux pompiers et à la police d'avoir des tablettes à l'intérieur des taxis. On ne pouvait même pas avoir un cellulaire à l'intérieur d'un taxi au début des années 2000, pendant qu'on le voulait. Donc, ce n'est pas nous autres qui étaient des dinosaures. C'est le gouvernement qui était dinosaure dans ce domaine-là. Certains de vos collègues étaient pour la tarification dynamique, semblent encore pour la tarification dynamique. Vous, vous êtes contre la tarification dynamique. Qu'est-ce qui explique qu'à Québec, on peut être pour, puis à Montréal, on est contre? Vous savez, Monsieur le ministre, on est en train d'ouvrir le marché au free for all. C'est comme tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et comme vous le savez déjà, on a déjà vécu des soirées où est-ce que les clients, que le but de ce projet de loi, c'est de servir la clientèle. Et là, la clientèle sera-t-elle servie quand on charge 500 $ du centre-ville de Montréal jusqu'à Laval pendant le Nouvel An? Donc, on voit que ce système qui, free for all, qu'on donne la liberté à tout le monde de charger ce qu'ils veulent, qui a prouvé qu'il y aura des abus. On a des preuves. Le projet pilote de Uber qu'on a essayé depuis 4 ans, il fallait vraiment se pencher là-dessus puis regarder les résultats de ce projet pilote. Qu'est-ce que ça a donné? Puis une des choses que ça a donné le projet pilote, c'est qu'il y avait une injustice envers la clientèle. Justement que nous, vous êtes en train de défendre. Puis nous aussi, on veut que cette clientèle-là soit bien servie. Mais je ne pense pas qu'un client qui va être content de payer 500 $ au Nouvel An en prenant une application de centre-ville de Montréal jusqu'à Laval. Donc, nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit que ce n'est pas une bonne chose, la tarification dynamique. Vous parliez tantôt, là, en sortant d'un spectacle ou d'un match de hockey au Centre Bell, c'est difficile d'avoir un taxi, là. C'est peut-être facile d'avoir un Uber, mais à quel prix? Donc, il n'y a pas plus de disponibilité. Là. Moi, je m'excuse, si ça me coûte 300-400 $ me rendre chez nous en taxi, alors que ça m'en coûterait 25-30. Normalement, en taxi, avec Uber, que ça m'en coûte 300-400. Je m'excuse, là, mais j'ai pas d'offre, là. Ça marche pas, là. Pour vous, là, si moi, je sors du Centre Bell, puis j'ai une application Hyprotaxi, Eva, Lyft, Uber, peu importe, Taxi Québec, et c'est moi qui décide si oui ou non j'accepte. Quand il n'y a pas de concurrence, c'est bien normal que si le client se dit je l'accepte ou je ne l'accepte pas, c'est moi qui paye sur le bouton. C'est moi qui paye sur le bouton. Alors, vous n'avez jamais sur le bouton à 300-400 $. Ah ben non, mais ça, c'est moi. Sauf que si j'ai 4 applications qui me définissent, exemple, un coût X, parce que j'attends 16 minutes pour un taxi, peu importe, là, ou l'autre, ça me coûte 2 $ de moins, puis j'attends 8 minutes de plus, c'est moi qui choisis. C'est moi, l'usager, le client, qui va définir si oui ou non j'utilise une plateforme ou l'autre. Et c'est là que je vais mettre en concurrence les différentes plateformes que vous représentez. Vous avez la responsabilité, Monsieur le ministre, aussi en même temps de s'assurer que les taxis qui n'ont pas cette option de tarification dynamique, qu'ils puissent survivre. Parce que là, si vous faites un système à 2 vitesses, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut que ce soit un seul système à tout le monde. On s'entend qu'on ne peut pas faire la tarification dynamique juste pour Uber, puis les taxis sont pognés avec leur meter. C'est sûr que ça ne marchera pas. Il y aura de l'injustice, inéquité. Aujourd'hui, tantôt, on a parlé de la tarification modulaire vers le haut. Qu'est-ce que vous en pensez de la tarification modulaire vers le bas? Aujourd'hui, une compagnie comme Uber, qui vaut 120 milliards de $, elle peut baisser 25% le prix. Et pendant 1 an, ça veut dire qu'elle peut faire du dumping. Nous autres, on n'est pas capable à survivre. Combien pensez-vous qu'on va survivre avec ça? Vous amenez un bon point. Si le coût est plus bas et que le Uber, je ne peux pas l'avoir avant 14 minutes et que ça me coûte 2 $ de plus pour vous avoir, vous, en 4 minutes, c'est moi qui choisis. Puis je vais peut-être cliquer pour...
est-ce que je vais pouvoir survivre pour vous attendre à m'appeler pendant 4 minutes? Mais C'est ça la question. On vous a demandé des études. Qu'est-ce qui est arrivé avec le projet pilote de Uber à Montréal? Ça fait 4 ans. C'est quoi le résultat? On n'a pas des études qui expliquent exactement. Je comprends votre opinion, je la connais très bien, sauf qu'il n'y a pas des études qui peuvent prouver ce que vous êtes en train de penser. Et c'est ça qui nous manque. Monsieur le ministre, c'est que vous risquez de perdre les taxis traditionnels en ouvrant le marché de cette façon-là, si sauvage. Parce que j'appelle ça sauvage, puis je m'excuse du mot, parce que c'est très important. Quand on ouvre le marché, puis sky is the limit, il y a un problème que les autres vont survivre. Si vous parlez du taxi traditionnel encore et vous parlez de Uber, mais nous, qu'est-ce qu'on croit? Il faut avoir un seul système qui est équitable à tout le monde. Vous m'avez entendu maintes et maintes fois dire qu'il y a 50 millions de courses au Québec. Il y en a 40 millions faits par vous. En quoi, demain matin, si vous offrez un bon service, le client qui prend son téléphone de façon conventionnelle, stand de taxi, un taxi, va se dire, ils sont où? Ils vont être là. Vous allez être là parce que je vous donne des outils pour être là encore plus loin dans le futur. Je répète, vous faites 40 millions de courses. En quoi, demain matin, l'industrie se dit « j'ai plus de job ». On a décortiqué le PL17, article par article, avec des avocats, puis avec des gens qui connaissent l'industrie, puis on s'est consulté, puis il n'y a rien dans ce projet de loi qui va nous avantager. Tout ce qu'on a découvert, et je peux vous citer, là, si on a le temps, là, on peut rester jusqu'à demain matin, je peux tout vous citer ça, là, que c'est tout à notre désavantage. Ce projet de loi était bâti pour les Uber de ce monde et pour justement éliminer une industrie qui était là. Donc là, aujourd'hui, là, on est en train de dire que ça nous avantage, mais je peux vous le prouver. La plaque T. Pourquoi on veut enlever la plaque T? Si vous avez quelqu'un qui part de l'aéroport de Montréal, il prend une voie réservée, puis il n'y a pas une plaque T. Il y a un dôme pizza là-dessus. Puis ils vont la préserver. Comment les policiers vont savoir si c'est un taxi ou si c'est un livreur de pizza? Dites-moi ça. C'est ça que vous avez suggéré, d'enlever la plaque T. Ça, c'est une des choses. Un dôme, c'est pas assez. On prend d'autres exemples. Là. Si on regarde le 4C, on a décidé d'éliminer le 4C. Vous savez qu'avec le 4C, il y a un examen médical qui devrait être fait pour qu'on puisse conduire un taxi à 50 ans et plus. Là, parfois, il y a quelqu'un qui a une maladie, il est psy ou quelque chose, il est dangereux à conduire. C'était fait pour ça. Là, on l'élimine. Pourquoi on fait ça? Pour faciliter l'arrivée de Uber au marché. OK, puis là, on pénalise le client que vous êtes en train de défendre dans ce projet de loi. Le client ne veut pas quelqu'un qui est malade de lui conduire. Il ne veut pas. Il veut être sûr que quelqu'un qui conduit un taxi, qui a fait des examens médicaux, puis est correct. Si on va dans d'autres choses dans ça, là, je regarde un peu mes notes, là, puis je vois qu'il y a l'inspection mécanique. L'inspection est totalement éliminée de ce projet de loi. Pourtant, il y a des preuves et des études faites par les bureaux de taxi qui nous confient comme quoi, si on ne fait pas pendant plus qu'un an, il y a plus de risques d'avoir des accidents et plus de défectuosité. Donc, c'était nécessaire quand même d'avoir une inspection mécanique par année. Et j'en ajoute là, les amendes. Les amendes, là, quand vous parlez que vous êtes en train de alléger le fardeau des chauffeurs et propriétaires. En regardant les amendes, là, je vous donne un petit exemple ici. Pour un chauffeur conduisant un véhicule dont la carrosserie ou l'habitacle est malpropre, OK? Avec la loi aujourd'hui, là, c'est entre 75 et 125 $. Dans la nouvelle loi, si elle est adoptée, c'est entre 500 et 1500 $. Ben, comment ça peut alléger le fardeau d'un chauffeur de taxi, ça? Je donne un autre exemple. Le chauffeur qui a en possession le rapport de vérification de départ. Avant le départ, on fait une vérification, nous autres, les chauffeurs de taxi. Donc, dans cette loi, c'est entre 90 et 270 l'amende. Ça sera entre 250 et 750.
ben, on ne voit pas nécessairement qu'est-ce que vous êtes en train de dire que ce projet de loi va nous aider ou va nous mettre en meilleure forme. Puis les 40 millions, là, je ne sais pas d'où vous avez cherché ces chiffres-là, les 40 millions de courses pour le taxi. C'est basé sur quoi, ça? On ne sait pas si on fait vraiment 40 millions par année. On ne sait pas. Et en disant 40 millions, vous vous basez sur le nombre de chauffeurs de taxi actuels. Mais maintenant, le lendemain du projet de loi, ce que vous dites dans le projet de loi, n'importe qui peut désormais, il suffit qu'il fait partie des chauffeurs qualifiés ou des voitures autorisées, peut décider d'avoir un dôme taxi. Maintenant, connaissez-vous exactement combien de voitures de taxi avec un dôme qu'il va avoir? Combien de personnes qualifiées qui vont faire du taxi en mode appellation taxi que vous voulez protéger et à qui vous allez donner 40 millions de courses? Donc, combien d'argent qu'ils vont faire? Est-ce que ce sera toujours 40 millions? Parce que désormais, ce marché sera ouvert à tout le monde. Donc, quand des fois vous dites, et depuis le début de la commission, vous dites haut et fort qu'on va toujours avoir 40 millions de courses, mais sur quoi vous vous basez pour dire, après le projet de loi, on va l'avoir? Et combien de personnes qui vont répondre directement à ces 40 millions-là? Avez-vous des chiffres, s'il vous plaît, à nous donner? Madame la Présidente, je veux juste corriger certaines choses. Ça fait quelques fois que j'entends la plaque T où on a l'impression qu'on ne sera plus capable de définir ces chauffeurs de taxi. Là, à l'article 24, on dit que la société fait droit à la demande d'autorisation et délivre au propriétaire un document qui atteste que l'automobile est autorisée. Elle délivre de plus au propriétaire l'accessoire prévu par règlement du gouvernement qui permet de distinguer si l'automobile autorisée est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes. On sera capable d'identifier ceux qui font du taxi. Maintenant, vous dites, j'ai mentionné ce dépliant tantôt, dépliant, oui, que vous donnez, mobilisation taxi. Je veux juste rectifier certains faits, encore une fois. Quand vous dites qu'il n'y aura aucune exigence pour les véhicules, c'est complètement faux, vous le savez. Aucune exigence de formation réelle, complètement faux. Aucune vérification mécanique, complètement faux. Et en plus, vous ajoutez aucune interdiction sur l'alcool. Alors, dites-vous une chose, là. On n'a pas fait une loi, baisser les règles administratives, financières, réglementaires au détriment de la sécurité des clients et des usagers. Jamais je ne baisserai d'un iota, 1%, le fait qu'on n'assure pas la sécurité. Alors moi, quand je vois des choses comme ça que vous remettez à vos gens, aux clients, je vous dis juste une chose. Peut-être, mais c'est l'industrie du taxi. Ce document que vous avez, on n'est pas responsable parce que c'est pas nous. Mais je vous dis, j'ai entendu, je comprends ça. S'il vous plaît, on s'adresse à la présidence à chaque fois. Merci. L'initiative de l'industrie du taxi. Alors, je vous dis juste une chose. Oui, on va protéger l'appellation taxi. Et moi, je vois encore plus grand, puis vous le savez, je vous ai répété le même discours à certains d'entre vous. Au-delà des 40 millions, moi, je vise 50, puis 60 dans 5 ans, en disant les comportements qu'on veut changer avec la politique de mobilité durable, c'est d'amener les gens aussi à laisser leur voiture et d'utiliser peut-être le taxi. Et c'est dans ces conditions aujourd'hui qu'on écrit une loi, qu'on prépare une loi pour changer ces comportements. Et c'est à Montréal que ça va paraître encore plus. C'est la métropole. Vous serez les premiers acteurs à mesurer le lendemain de l'adoption de cette loi. Jusqu'où on ira. Alors, je vous laisse là-dessus. Madame la Présidente, avec tout le respect que je vous dois, je vais poser une question au ministre. Effectivement, c'est qu'actuellement, on est en train d'aller la tête baissée dans un modèle qui, ailleurs, d'autres villes témoins ou d'autres villes sœurs l'ont déjà essayé, et actuellement, ils sont obligés de mettre des quotas parce que le nombre de voitures dépasse. Ça augmente les effets de serre. Il y a beaucoup plus d'embouteillages. Et quand M. le ministre dit clairement que les gens vont délaisser la voiture pour prendre le taxi, ce n'est pas vrai. Parce que aussi longtemps que le fait de posséder une voiture au Québec ou dans le monde reste un agrément à la richesse pour pouvoir montrer que je suis plus riche ou, par exemple, je viens de terminer les études, la première chose que je fais parce que j'ai un travail, j'achète une voiture. Donc, aussi longtemps que posséder une voiture, c'est une clé de richesse, il va toujours avoir l'auto solo, il va toujours avoir des places vides dans les voitures. Donc, abolir les permis ou ouvrir le marché complètement. Il vous reste 30 secondes, monsieur. Il y a plus de gens
qui vont prendre le taxi. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre les échanges. Il reste 20 secondes. Monsieur le député de Bourget, 20 secondes. 20 secondes, c'est vraiment 13 secondes. juste un commentaire. On voit de plus en plus de gens en bas de 30 ans, peut-être en bas de 25, qui n'ont plus de voiture. Alors, l'idée qu'on va aller, que je veux paraître, je vais m'acheter une auto, je pense que c'est un modèle passé. Merci, monsieur le député de Bourget. Je suis désolée. Nous allons poursuivre les échanges avec monsieur le député de Jacques-Cartier. La parole est à vous. Je ne sais pas si vous voulez répondre à la dernière commentaire, le député. Non. Alors, merci d'être ici ce soir. J'ai une question très simple pour vous autres. C'est quoi votre vision de l'avenir de l'industrie du taxi? Est-ce que c'est le status quo? Moi, je pourrais laisser mes collègues répondre, mais moi, j'ai juste une réponse à ça. Puis, monsieur le ministre qui mentionne qu'il y a 40 millions de courses qui sont faites par les taxis, les chauffeurs de taxi, et qu'il y en aura probablement plus. Vous avez devant vous, vous n'avez pas des gens qui dirigent une multinationale, là. Là, on vient abolir ou assouplir certaines règles qui vont permettre à des multinationales de venir jouer sur le terrain de petits joueurs québécois, petits entrepreneurs québécois. Et c'est là le danger. Moi, je ne pense pas que ces gens-là sont capables de compétitionner des multinationales comme Uber, comme Lyft. Ils ne seront pas capables de le faire. Donc, moi, j'ai de la misère à croire qu'ils vont faire plus que 40, si c'est 40 millions de courses qu'ils font, j'ai de la misère à croire qu'ils vont en faire plus que 40 millions. Et c'est là notre inquiétude. C'est pour ça qu'on dit que la déréglementation qui est proposée dans le projet de loi 17, c'est néfaste pour l'industrie actuelle et ça va tuer l'industrie du taxi telle qu'on la connaît. Maintenant, telle qu'on la connaît, est-ce qu'il faut qu'elle s'améliore, cette industrie-là? Bien oui, il faut qu'elle s'améliore. Et vous avez devant vous des gens qui sont prêts à l'améliorer, puis qui travaillent continuellement à l'améliorer, puis qui l'ont fait depuis maintenant plusieurs années, puis qui veulent continuer à le faire. Mais donnez-le une chance. En déréglementant de cette façon-là, je dis à la blague, là, demain matin, là, je m'achète un autobus, puis je m'en vais faire une route d'autobus. Je n'ai pas le droit de faire ça, mais c'est ce que Uber a fait, là. C'est ce que Uber a fait quand ils sont arrivés ici. Moi, là, je vais charger, au lieu de 3,25 $ une route d'autobus à Montréal, là, je vais charger 2,5 $ puis m'embarquer le monde. Je n'ai pas le droit de faire ça. Puis dans 5 ans, on va venir dire, je déréglemente, puis toi, avec ton autobus, là, tu feras ce que tu voudras, tu pourras en faire du transport. Ça ne marche pas de même. Ça ne peut pas marcher comme ça. On sait donner des règles, elles peuvent évoluer, les règles, mais c'est pas vrai qu'on peut toutes les flusher du jour au lendemain. C'est comme si, à la fin d'une saison de hockey, vous dites, on vient de changer le règlement, c'est celui qui va marquer le moins de buts qui va gagner. Là, vous venez toutes de changer à patin, ça n'a pas de bon sens, là. Non, mais c'est parce que ça n'a pas d'allure. Je me suis défoulé, je m'excuse. Des fois, je suis passionné. Président, l'industrie taxi, c'est un service. Et il est limité. On ne peut pas travailler plus que... Malheureusement, aujourd'hui, on travaille 14 et 16 heures par jour, mais on est limité avec le temps. Ça veut dire, pendant cette période, si on ne fait pas assez de clients pour être rentable, on a perdu toute la journée pour travailler pour rien. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même, dans les années 80, il a créé un plan de rachat, il a obligé l'industrie à racheter. Pourquoi? Pour qu'on soit rentable. Aujourd'hui, on fait le contraire. On dit, vous êtes rentable avec 8 000 permis, mais là, ce qu'on va faire, on va émettre 120 000 permis, puis vous allez être rentable. Ben, écoutez, je suis comptable, mais 1 plus 1, ça fait 2, et ça ne fait pas 11. Donc, je ne comprends pas quelle modernisation qu'on va avoir dans notre industrie si l'industrie n'existera plus. Et le lendemain du projet de loi, on appauvrit l'artisan, Madame la Présidente, pour enrichir et donner le monopole à des compagnies intermédiaires. Désormais, l'artisan ou le chauffeur qualifié est condamné à être asservi par l'intermédiaire tout en assumant tout seul les charges liées à l'exercice du métier. Plus de 25% de son revenu sera donné aux intermédiaires. Les frais liés à l'acquisition d'une voiture, les frais d'assurance, l'entretien et tous les autres frais que le répondant va lui charger, c'est lui qui va les assumer. Actuellement, le chauffeur régulier ou le chauffeur qualifié,
ils ne payent rien de tout ça. Ils payent juste un frais de location et qui représente seulement, par exemple, $6 de l'heure. Et en plus de ça, c'est des propriétaires qui décident d'investir à perte dans une compagnie pour créer de l'emploi à des chauffeurs qualifiés. Quand on calcule exactement tout ce qu'on dépense pour posséder un permis de taxi à Montréal, quand ça valait 200 000, en louant le permis à un locataire, on n'avait pas assez d'argent pour payer tous les frais ou toutes les charges qui sont liées à l'acquisition de ce permis-là. Un permis peut coûter jusqu'à $1 000 par semaine dans la poche du propriétaire, pendant qu'il peut le louer maximum $500-600. Donc, les frais supplémentaires, ils doivent les sortir de sa poche directement pour payer à la banque. Mais il était prêt à faire ce sacrifice-là parce qu'il savait que, tôt ou tard, dans les 10 prochaines années, il y avait un capital qui grandissait tranquillement pas vite, malgré qu'il avait une entreprise à perte. Donc, actuellement, on prend toutes ces charges-là, on les transfère au chauffeur locataire ou le chauffeur qualifié qu'on appelle, et disant qu'on va lui donner plus d'argent dans ses poches. C'est pas vrai. Et malheureusement, le projet de loi où le ministre ne peut pas prouver qu'effectivement, qu'on va faire plus d'argent. Monsieur. Mon collègue, je veux juste faire une mise au point. Il y a plusieurs personnes qui ont mis en doute là, les affirmations du ministre dans ses statistiques. Puis j'ai réfléchi là, depuis ce matin, puis à un moment donné, j'ai décidé de faire la réflexion. Là. Je suis comme vous autres, moi je ne comprends pas d'où ils viennent les 40 millions. Là. Je ne le comprends pas. Vous êtes comptable, monsieur, fait que vous allez comprendre ce que je vais dire. Là. La population du Québec, démographiquement, c'est probablement compliqué. Il y a 20 de la population a plus de 60 ans. Ce n'est pas les plus grands consommateurs de taxis, on peut le dire. Il y a 13 de la population qui ont entre 0 et 10 ans et 13 entre 10 ans et 19 ans. À l'école primaire, on ne consomme pas beaucoup de taxis. Il reste grosso modo 58 de la population adulte qui peut prendre le taxi raisonnablement. Ça fait 5 millions. Là. Pour arriver à 40 millions, il faudrait que ces 5 millions-là prennent 8 fois par année le taxi. Je lève la main, là, moi je l'en prends 0 fois. Puis si on fait le tour des gens ici dans la salle, là, je ne sais pas d'où il vient. Même si les 16 millions de passagers à Dorval, à Pierre-Trudeau, prenaient tous le taxi, c'est 16 millions. Je ne sais pas d'où il vient le 40 millions. Je ne sais pas encore moins d'où va venir le 50 millions puis le 60 millions. Je suis comme vous autres. Je veux juste dire ça à cette étape-ci, là. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de chiffres démontrés, il y a des chiffres lancés dans les airs. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Je passe la parole à mon collègue de Viau. Monsieur le député de Viau. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je représente une seule. Il me reste combien de temps, Madame la Présidente? Il vous reste 8 minutes. 4 minutes? 8. 8 minutes, merveilleux. Écoutez, je représente une circonscription Viau où depuis les dernières semaines, en fait depuis le dépôt de ce projet de loi, mes fins de semaine se composent presque essentiellement en rencontres de plusieurs dizaines de chauffeurs, propriétaires, qu'ils soient de la communauté haïtienne, des communautés maghrébines ou d'autres communautés, qui me parlent de leur désarroi. Et vous savez, avant vous, un peu plus tôt ce matin, il y a un regroupement qui est venu rappeler au ministre le caractère, et je cite, inhumain de ce projet de loi-là. C'était le regroupement des usagers du transport adapté. Usagers d'ailleurs pour lesquels il y a une absence complète de cette réalité des personnes handicapées. Vous avez, le représentant de l'Association haïtienne du taxi, vous avez évoqué l'historique, l'importance de cette industrie-là, non seulement pour la communauté haïtienne, mais aussi pour différentes communautés au fil de l'histoire du Québec. Je pense entre autres aux communautés italiennes, communautés grecques, et par la suite communauté haïtienne, communauté maghrébine. J'aimerais peut-être vous entendre, Monsieur le Président, sur depuis comment, sur justement cet aspect humain. J'aimerais qu'on donne un visage à tout cela. Comment ce projet de loi a-t-il affecté justement les propriétaires de taxis? Merci pour la question, Monsieur le député. Oui, moi, je suis Carlo Hito, le président de l'association haïtienne. Je vais vous dire, dans notre communauté, il y a à peu près 1500 propriétaires de permis de taxi qui valaient $200 000 chacun, donc un patrimoine de $350 millions.
Maintenant, le permis est réduit à 0. Ça veut dire l'impact social que ce projet de loi a sur notre communauté, je n'ai pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas un Haïtien au Québec qui ne vit pas de près ou de loin de l'industrie du taxi. Tous les commerces haïtiens maintenant, toutes les entreprises haïtiennes sont victimes. Le projet de loi n'est même pas encore adopté. On voit déjà les conséquences. Il y a des petits commerces qui sont en train de fermer parce qu'il n'y a pas de business. Juste le fait d'entendre que le permis ne vaut rien. Là, ce projet de loi n'affecte pas seulement l'industrie du taxi. Ce projet de loi affecte toute la communauté haïtienne en particulier et les autres communautés. C'est pourquoi je vous prie, Monsieur le ministre, réfléchissez. Réfléchissez. On veut évoluer, on veut moderniser, mais on ne veut pas de table rase sur l'industrie. On veut continuer à donner le service qu'on continue à donner. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, réfléchissez à ce que vous faites parce que vous êtes en train de détruire toute une communauté en abolissant les permis de taxi. Moi, j'ai 64 ans, à la veille de ma retraite. J'ai travaillé durant 25-30 ans pour avoir mon permis. Je l'ai acheté 190 000. Vous m'arrivez aujourd'hui, vous me dites, Monsieur Hector, ça vaut 0. Et c'était ma retraite. Je ne peux pas me reperfectionner pour aller faire d'autres choses encore présentement. Maintenant, je dois vivre de quoi? Si mon permis vaut 0, je peux même passer à la banque pour dire, et voilà, j'ai un problème, donne-moi 5 000, ça vaut 0. Il y a même maintenant des propriétaires de taxis qui n'ont même pas capables de louer un appartement parce qu'ils disent, ça vaut rien. Voilà l'état où on est présentement avec ce projet de loi. Autre question que j'aimerais vous poser, parce que vous savez, souvent, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de légendes urbaines qu'on entend autour de ce projet de loi. Une des légendes urbaines qu'on entend, c'est que ça se veut un prétexte à la modernisation. J'aimerais peut-être vous entendre, un de vous, pour me parler. Parlez-nous un peu des efforts de modernisation que l'industrie du taxi a fait, ont fait les efforts au cours des dernières années. Depuis 2014, l'industrie du taxi a fait beaucoup d'efforts. Puis une des efforts, la première, c'était quand le gouvernement a décidé de passer par la loi sur les cartes de crédit. Donc là, à Montréal, c'est obligatoire d'avoir une carte de crédit. On est allé après à nous demander, à nos frais, encore une fois, d'avoir une image de marque qui est le bonjour pour pouvoir travailler à l'aéroport. L'industrie taxi a répondu. On nous a demandé, dans le bureau de taxi, on avait créé un comité pour créer une plateforme de modernisation qui va pouvoir connecter toutes les taxis et les géolocaliser pour pouvoir justement avoir des applications là-dessus. On l'a fait. Au fond, votre question s'adresse aux propriétaires et chauffeurs. Le propriétaire et chauffeur n'avait aucun mot à dire dès le début et il a toujours obéi ou toujours accepté toute modernisation ou tout changement. Donc, peut-être cette question-là, ça devrait être posée plus aux intermédiaires de services, mais pour nous, comme travailleurs de taxi, artisans de taxi, on n'a premièrement pas le choix que d'accepter. Deuxièmement, on n'a jamais été fermé à aucune ouverture de technologie ou de modernisation. Donc, je comprends très bien effectivement que c'est une industrie qui a toujours vécu, grandi dans le respect des lois en vigueur. Donc, maintenant, un autre argument du ministre, c'est au niveau de la réalité des chauffeurs. Le ministre clame haut et fort que le nouveau projet de loi mettra de l'argent dans les poches des chauffeurs locataires. J'aimerais vous entendre, M. Hector, ou toute autre personne ici, pour nous dire pouvez-vous nous faire la nomenclature des frais qu'auront à défrayer éventuellement si ce projet de loi-là venait être adopté tel quel par un chauffeur locataire? C'est très simple. Actuellement, pour être chauffeur de taxi, présentement, on paye notre hypothèque. Les propriétaires de taxi, on paye notre hypothèque, on achète l'auto, on paye l'assurance, on paye les frais aux intermédiaires,
On paye aussi les frais de la SAQ, on paye les frais d'entretien. Donc, tout est sur le dos du propriétaire. Et le locataire n'a seulement qu'un frais de location à payer, qui est environ de moins de 5 $, des fois 6 $ maximum par heure. Et il loue l'auto pendant 12 heures ou des fois toute la journée. Donc, le lendemain du projet de loi, on enlève seulement l'hypothèque, mais tous les autres frais qu'on vient de citer vont être tombés sur le dos du chauffeur locataire ou chauffeur autorisé. Donc, dire que j'ai déjà entendu le ministre dire qu'il va seulement avoir son auto à payer. Monsieur Fierce, il faudrait en conclusion, il vous reste 30 secondes. Exactement. Donc, non seulement qu'il a l'auto à payer, c'est vrai, les assurances qu'il n'avait pas à payer, il va le payer, et aussi tous les autres frais qu'on a cités, excepté l'hypothèque que le propriétaire payait dans les frais cités, c'est le chauffeur qui va le payer. J'aurais aimé entendre M. Boyer sur la manifestation des chauffeurs d'Uber. Donc, j'aurais aimé vous entendre là-dessus, rapidement. En 5 secondes. 5 secondes. Écoutez, oui, les chauffeurs d'Uber sont aussi exploités et c'est quand on déréglemente, c'est ce que ça donne. C'est l'exploitation des chauffeurs, des chauffeurs. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper. On va poursuivre les échanges avec Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur, pour votre présence ici. Justement, on parle de l'impact sur les travailleurs, ceux d'Uber, les chauffeurs aussi de taxi. On continue à le demander, vous le faites, on va continuer jusqu'à la fin à demander des études d'impact de ce projet de loi parce qu'on ne peut pas bouleverser toute une industrie sans se baser sur des chiffres, sur des données. Et le ministre ne le fait pas. On a eu un projet pilote d'Uber qui a duré 3 ans. Je me suis tournée tout à l'heure vers mon collègue député de Vieux pour lui dire c'était quand même pendant les libéraux. Peut-être que vous l'avez quelque part. Il me dit qu'il ne l'a pas. Il faudrait le rendre public. Sinon, à quoi servent les projets pilotes? Tout ce qu'on a en ce moment, ce sont les paroles du ministre. Qui nous dit que la loi de l'offre et de la demande va tout régler. C'est David contre Goliath. Et que je ne dirais pas le meilleur, mais que le plus fort gagne. Je sais que la réalité à Montréal, c'est 90 % des chauffeurs, vous en avez parlé un peu, vous avez parlé aussi de la communauté haïtienne, de l'impact sur ces gens-là. 90 % possèdent leur voiture, ils sont propriétaires, ils sont chauffeurs, ils ont acheté leur travail. Vu qu'on n'a pas les données de l'impact socio-économique de ce projet de loi, on a juste une étude préliminaire. Est-ce que vous avez fait une évaluation plus globale sur l'impact socio-économique de ce projet de loi-là? Et si vous pouvez nous en parler. Si vous permettez, Madame la Présidente, je m'excuse, j'ai raté ça un peu la fois passée. On n'a pas d'études, puis je me demande pourquoi on aura des études, nous, les chauffeurs et propriétaires de taxis. Elles devraient être faites par le gouvernement ou par les gens intéressés à ces chiffres-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir légiférer ou faire des projets pilotes. Il faut être basé sur quelque chose de scientifique, quelque chose qui est concret. Nous, on ne l'a pas fait, mais je peux vous décrire un peu socialement qu'est-ce qu'on vit depuis que Uber est arrivé. C'est un déclin total de l'industrie de taxi dès le début. C'est des cas de divorce, c'est des cas de faillite, c'est des gens qui se tournent vers eux-mêmes, c'est des dépressions, je veux citer, mais là, je ne veux pas faire un drame aujourd'hui. Là, tout ce que je voulais dire, que ça affecte tellement la communauté des gens de taxi et surtout que ces gens-là sont issus de l'immigration. Donc, souvent, ces personnes-là, quand ils sont investis dans le taxi, leur temps et leur argent, c'était parfois pas, c'est pas un choix. C'était pas reconnu leurs compétences quand ils sont arrivés dans ce pays qu'on aime beaucoup. Puis dans un sens, ces gens-là, ils ont été obligés d'aller dignement investir dans une industrie pour ne pas aller quitter une job ou pour ne pas être sur le dos de la société en avoir de l'aide sociale ou de chômage. Donc, ils ont bien choisi, avec leur fierté, une certaine façon qui était disponible à eux par l'État elle-même. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'était disponible à tout le monde. Quand vous voudriez faire du taxi, il fallait acheter un permis et il fallait probablement être chauffeur de taxi, avoir un paquet et suivre les règlements. On a suivi tous ces règlements-là jusqu'à temps qu'aujourd'hui, depuis 2014, Uber a rentré illégalement.
On n'a pas agi comme gouvernement que 2 ans après, mais 2 ans après, on les félicite avec un projet pilote et aujourd'hui, on veut le rentrer dans la loi. Donc, on félicite les multinationales de venir nous voler notre argent pour sortir 25% de chaque dollar en dehors. Je m'excuse pour le mot voler. Monsieur Sabah, en quelques secondes. En finissant dire que je n'ai pas de statistiques, mais j'ai des témoignages que je peux en parler tant que vous voulez. Merci beaucoup. On va poursuivre les échanges avec le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. 3 minutes 55? 3 minutes 55. Merci. Monsieur Boyer a dit tout à l'heure que c'était comme à la fin d'une saison de hockey où on allait décider que c'était celui qui fait le moins de buts qui gagne. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est au milieu de la partie qu'on change les règles et il y a déjà un pointage inscrit, là. Et on dit maintenant, c'est celui qui fait le moins de buts qui gagne. Donc, on change les règles en milieu de partie. Vous avez acheté des permis en milieu de partie, au milieu de votre carrière. On vient vous enlever ce sur quoi vous aviez bâti votre carrière et éventuellement votre fonds de retraite. Mais je voulais donc vous remercier d'être là. Votre point de vue est très clair, mais j'aimerais avoir quand même une explication de votre part sur ce que je comprends être une espèce de confusion depuis le début des audiences entre la modernisation et la déréglementation. Comme si la modernisation passait nécessairement par la déréglementation. Et je pense qu'il y a des gens dans le public, chez les citoyens, qui confondent les deux. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Madame la Présidente, une modernisation de l'industrie, à notre opinion, c'est on prend la base de l'industrie, puis on lui donne plus de pouvoir pour avancer, pour se développer. Aujourd'hui, dans ce projet de loi, ce qu'on voit, c'est qu'on détruit l'industrie pour recommencer quelque chose, mais ce qui arrive, on ne sait pas en premier qu'est-ce qui va y arriver, ça, il n'y a pas d'étude. Deuxièmement, lorsqu'on construit la nouvelle entité ou la nouvelle formule, on regarde aucunement la rentabilité de ces chauffeurs-là, de cette profession elle-même. Elle n'est plus connue une profession. C'est un travail à temps partiel réellement, parce que si on n'est pas rentable, on doit aller chercher un autre travail. Et ça sera un temps partiel en allant au travail, en revenant du travail, ça sera du covoiturage au lieu d'un taxi. Exactement. Alors, si vous permettez, finalement, ce dont on parle réellement, c'est pas de modernisation. L'enjeu clé, c'est la déréglementation. C'est exactement ce que le gouvernement veut faire. Et si je comprends bien, dites-moi si j'interprète correctement votre point de vue, mais ce qu'on est en train de faire, c'est passer d'un régime du chauffeur propriétaire, en grande partie, au chauffeur locataire ou employé, éventuellement, avec le jeu des achats, puis des rachats, puis des grandes semondes, pour finalement avoir simplement des employés, chauffeurs de taxi, qui vont moins bien gagner leur vie demain qu'aujourd'hui. Il y a des modernisations, on voit, nous on a proposé une modernisation. Et on ouvre le marché à tout le monde, ils peuvent embarquer. Mais il y a 8000 permis à Québec, ils peuvent louer, ils peuvent embarquer sur cette plateforme, si cette plateforme elle est au niveau de tout le Québec, ils peuvent embarquer jusqu'à 8000. Si on a besoin et on voit qu'il y a une rentabilité pour ajouter, ben on va en ajouter. Un complément? Pour répondre à j'ai bien compris votre question, si vous permettez. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Ce qu'on fait, c'est qu'on appauvrit les locaux pour le bénéfice des multinationales. Bref, il n'y a pas plus que ça. On veut favoriser l'entrepreneurship. On a de petits entrepreneurs québécois qui vivent de cette industrie-là. Et là, on va favoriser des multinationales au détriment de ces petits entrepreneurs québécois. 15 secondes. 15 secondes. Le fait de pouvoir téléphoner, on veut moderniser, mais on dit on vous donne le téléphone, puis on vous donne le lanternon, puis ailez le taxi. Vous dites quoi de ça? On ne donne pas le lanternon même, parce que n'importe qui peut mettre un lanternon. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends quelques instants afin que les représentants de l'Association des taxis des régions du Québec puissent prendre place.